Bonjour à tous. Donc, nous sommes toujours dans la séquence vidéo de vacances. Je prends un petit moment pour, pour travailler un petit peu, comme je le conseille donc encore une fois à mes élèves que je prends en cours particulier ou en stage. J'insiste beaucoup sur cette régularité, y compris pendant les vacances. Et voilà, c'est ce que j'essaye de donner l'exemple. Alors aujourd'hui, avec le scandale Pegasus. Alors, loin de moi la prétention de proposer une analyse géopolitique très approfondie sur la question. Euh, bon, je pense qu'un expert en politique le fera mieux que moi. Le but, c'est simplement de s'emparer d'un fait d'actualité pour, encore une fois, pour faire parler des notions de cours qu'on qu'on peut voir dans le cadre des chapitres. C'est toujours la même chose. Illustrer ces notions théoriques par un fait d'actualité. Alors, le scandale Pegasus, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel espion qui a été mis en place ou créé par Israël, apparemment, par une entreprise israélienne, en tout, par le gouvernement israélien. En tout cas, voilà, ça vient d'Israël et le but c'est d'espionner des téléphones portables, des ordinateurs. Alors là déjà on peut s'arrêter. Qui a dénoncé l'existence de ce logiciel? Encore une fois, l'importance de plus en plus visible des lanceurs d'alerte, comme on les appelle, des lanceurs d'alerte, ou un peu comme Snowden, ou voilà, toutes ces institutions parallèles qui, qui dénoncent ces réseaux souterrains qui dénoncent des agissements à l'échelle gouvernementale ou des choses. Donc voilà, bien se souvenir de ce concept nouveau, très très nouveau, parce que je dirais même en 2005-2006, on ne parlait pas de lanceur d'alerte. Ça n'existait pas tant que ça n'existait quasiment pas. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc c'est une partie prenante dans le cadre de la démocratie, une nouvelle partie prenante qui prend de la place. On a aussi le scandale des paradis fiscaux, les Panama, c'était quoi les dossiers de Panama, quelque chose comme ça, c'était en 2016. Où pareil, on a dénoncé l'existence de paradis fiscaux, de détournement, d'optimisation fiscale, de détournement, même si optimisation fiscale, c'est peut-être pas quelque chose de négatif, mais en tout cas voilà, de malversation, on va dire, d'un point de vue fiscal. Et on a parlé de Snowden aussi, qui peut-être est le lanceur d'alerte le plus connu. D'un point de vue géopolitique, qu'est-ce que ça nous apprend, ce qui se passe avec le programme Pegasus? Une porte d'entrée très importante quand on veut s'emparer d'un fait d'actualité, c'est il faudrait qu'il puisse nous parler un minimum. Moi, étant d'origine marocaine, l'implication du Maroc dans ce programme m'a interpellé. M'a interpellé parce que, bon, d'après ce qu'on peut lire dans la presse, le Maroc s'est vraiment impliqué, a été un client de ce. Donc, le Maroc a été client de ce programme. Euh, et donc moi, déjà, pour moi, je peux m'emparer de ce fait d'actualité plus facilement. Après, on va pas attendre que notre pays d'origine soit impliqué quelque part ou qu'il soit concerné de près ou de loin par quelque chose pour commencer à s'intéresser à l'actu. Euh, non, c'est pas ça le but. Le but, c'est quoi? C'est de développer un intérêt pour beaucoup de choses qui feront que
on pourra se saisir de faits d'actualité le plus facilement. Qu'est-ce que cela nous apprend d'un point de vue géopolitique? Parce que j'ai fait cette vidéo notamment pour les élèves qui prennent l'option géopolitique en terminale. Qu'est-ce que cela nous apprend? Ça nous apprend que, a priori, ce n'est pas naturel, je dirais entre guillemets, qu'un pays euh, marabo-musulman, appelons ça comme ça, concernant le Maroc, ait des échanges commerciaux avec un pays comme Israël, eu égard au contexte géopolitique qu'on connaît tous, avec le conflit israélo-palestinien. Ça, c'est la première remarque. Alors pourquoi un pays comme le Maroc entretient des relations, au-delà du fait que que le Maroc, qu'il existe plus d'1 million de juifs marocains à travers le monde et qu'il existe plusieurs lieux de culte juifs au Maroc et que le Maroc a été une terre d'accueil pendant la Deuxième Guerre mondiale où vraiment ça a été un pays qui a vraiment protégé par les, les juifs israéliens par l'édition d'un daïr ou un daïr berbère, je crois que c'était en 1900, c'était en 1933, oui, d'ailleurs, quand commençait à avoir des persécutions contre les juifs. Donc, au-delà de cet aspect-là, au-delà de cet aspect donc civilisationnel, il y a quand même un intérêt purement économique, qui est lequel? C'est qu'on va faire simple. La prétention ici, encore une fois, n'est pas de- voilà, de prétendre apporter une expertise géopolitique, mais plus faire de l'initiation. Israël est un allié déclaré des États-Unis. Les États-Unis, on connaît la place des États-Unis d'un point de vue économie internationale, mais aussi système monétaire international, puisqu'ils sont la pierre angulaire encore aujourd'hui de ce système monétaire, conféré système de Bretton Woods, conféré le rôle conférer la convertibilité or au dollar par rapport au dollar, la seule monnaie convertible. Donc voilà, il y a vraiment euh, un passé concernant la place, voilà, les aléas des vidéos de vacances. Alors, du coup, du fait de cette promiscuité entre Israël et les États-Unis qui jouent donc un rôle très important, des pays comme le Maroc ou d'autres pays sont quasiment obligés, entre guillemets, d'avoir des relations commerciales avec Israël ou avec les États-Unis. Pourquoi? D'une, pour des raisons, je dirais, de survie. Et c'est là où on peut faire appel à une notion de cours, la notion de l'aspect confédération, l'aspect alors tout ce qui est union économique commerciale, libre circulation des personnes, des services. On fait référence à l'Union européenne, à l'ASEAN, à l'ALENA, euh, toutes ces unions qui sont faites. Pourquoi? Pour faire poids dans le cadre des négociations. Donc, Israël et les États-Unis n'ont pas créé une organisation, une union en tant que telle déclarée, mais leur collaboration, disons, fait poids par la force des choses. Et je dirais que ces deux pays, avec d'autres, ont une espèce de tisse leur toile, une toile, un réseau tentaculaire qui fait que si tu commerces pas avec eux, tu auras des représailles par leurs alliés. Par leurs alliés, et puis leurs alliés ne sont pas tenus que par l'aspect commercial, mais aussi par l'aspect militaire, par l'aspect
Donc on a dit commercial, l'aspect militaire, c'est des industries d'armement, c'est les armes israéliennes, les armes américaines. Bon, moi je connais pas les noms, mais on peut voir dans les films d'action, tout ça, qui fournissent le monde avec beaucoup d'armes. Ils ont une industrie d'armement qui est très importante. Donc forcément, quand tu as un pays, tu as besoin d'être protégé contre les coups d'État, protégé déjà dans un premier temps pour assurer la sécurité dans le territoire. Tu es obligé de t'allier avec ces pays-là. Euh, donc il y a déjà cet aspect-là. Et après, bon, bah, vous avez aussi l'aspect économique, parce que représailles, si tu commerces pas, si un pays ne commerce pas avec les États-Unis ou Israël, bah, forcément, d'autres portes vont se refermer par les injonctions de ces géants économiques. Voilà une première explication. Euh, voilà. Par rapport au cours, donc je récapitule. Un, l'importance des unions commerciales, les unions économiques, et si possible aussi unions politiques. On sait que l'Union européenne a une faiblesse politique institutionnelle. On le sait simplement d'un point de vue budgétaire, où seulement 1% du PIB de la zone est consacré aux questions politiques. Et, mais néanmoins, euh, ça reste important. Là, je perds le fil. Je vous cache pas que je perds un peu le fil de ce que je dis. Donc, oui, donc récapitulatif, c'est par rapport à cette notion de cours, l'importance des unions, l'importance même historiquement, euh, autour du charbon et de l'acier, ce qui s'est fait en Europe. Donc, ça a été les prémices de l'Union européenne. J'ai plus le nom, j'ai pas mes fiches de cours, c'est pas grave, vidéo de vacances. La mutualisation du charbon et de l'acier dans les années 60. Après, on a eu une évolution jusqu'aux accords de Maastricht en 92, etc., pour étoffer tout ce qui se fait au niveau de l'Union européenne. Et on a aussi cet aspect, donc on a parlé de ça. Et puis on a aussi parlé un petit peu de l'aspect géopolitique à travers différents leviers militaires, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect économique. Et je dirais, l'arme la plus importante, c'est les représailles économiques. On peut très vite se retrouver à la marge de tout ce qui se fait, du concert économique international. C'est ce que ne veulent pas faire ces pays-là. Euh, donc voilà, ben, j'espère que le travail autour de ce fait d'actualité qui fait beaucoup de bruit, j'espère que ben, ça aidera un maximum d'élèves pour appréhender les aspects, que ce soit économiques ou géopolitiques, pour une année scolaire sereine et tranquille. Allez, merci beaucoup pour ceux qui ont écouté et à la prochaine.